Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous parle d'une mini-série pour la première fois dans le format Actu Streaming. Autant on fera peut-être pas énormément de séries avec plein d'épisodes, autant une mini-série qui dure à peu près le temps d'un film, on ne va pas se priver, et on ne va pas se priver donc de vous parler, en plus de cette série, Scott Pilgrim prend son envol, qui est une série donc dans l'univers de Scott Pilgrim, on va revenir là-dessus, qui est à la base d'une bande dessinée, qui a été adaptée au cinéma par Edgar Wright, dans une bonne adaptation. Et là, le cast, donc c'est une série animée, mais le cast vocal de cette série animée, correspond au cast de Scott Pilgrim, le film. C'est 8 épisodes de 28 minutes. Le studio qui est derrière ça est un studio japonais, même si c'est une licence d'Amérique du Nord, on va dire. Et le studio qui est derrière donc, cette série animée, c'est Science Saru, qui travaille dans des animés pas forcément très connus en France, mais qui a notamment fait un court-métrage pour Star Wars Visions. Je ne sais plus si c'est dans la première série ou dans la deuxième. Et on retrouve à la réalisation de ce Scott Pilgrim Abel Gongora, qui est un animateur espagnol qui avait réalisé déjà ce court-métrage pour Star Wars Vision. Il est sans doute en charge des licences occidentales chez Science Saru. Les producteurs et les créateurs de cette série sont Ben David Grabinski, qui est un scénariste qui a pas œuvré sur des grandes œuvres. Il a fait le scénario de Skip Trace de Rennie Harlin avec Jackie Chan et Johnny Knoxville. Film sympathique au demeurant. Et Brian Lee O'Malley, qui est le créateur de la bande dessinée, donc qui est aussi showrunner de cette série. À la production déléguée, nous avons donc Edgar Wright, le producteur du film, qui revient. Et donc au cast vocal, comme je vous l'ai dit, on reprend le casting initial. Donc on retrouve Michael Cera, Mary-Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, donc quand même un très très gros cast à la voix, en tout cas au doublage. Audrey Plaza, Jason Schwartzman, Michael Cera, on peut Tout le continuer. monde est revenu, hein. Brandon Roth. C'est le premier truc sur lequel on peut Ouais. revenir avant même d'en parler. Bien sûr, allons-y. C'est dingue de se dire que, parce que ça fait combien de temps qu'il est sorti le film, ça fait 15 ans, un truc comme ça. Oh non, je pense que tu exagères là. Si t'as raison, ça fait 13 ans, c'est 2011, 2010. ouais. Ouais, 2011, donc 12-13 Oh ans. là là, Le temps passe vite, hein. l'année où j'ai eu le bac. Ouais, terrible. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est quand même très cool que, bah ouais, 13 ans après, parce que à l'époque de Scott Pilgrim, tous ces acteurs qu'on vient de citer, qui sont aujourd'hui, pour certains, pas mal connus, voire très connus, ils étaient en début de carrière. Si vous revoyez le film, genre Brie Larson, tu la vois dans le film, tu la vois aujourd'hui, tu ne la reconnais pas. Ouais, clairement. Parce qu'elle était vraiment toute jeune à l'époque, comme tous les autres acteurs. Et je trouve ça vraiment cool le fait qu'ils aient tous accepté de revenir pour faire le doublage de cette série. 13 ans après, comment après leur début de carrière, entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que bon. Oui, puis surtout, on imagine qu'ils n'ont pas demandé leur tarif habituel, parce que vu maintenant comment ils sont connus, et ça reste quand même une série. Bon, c'est une série qui a dû coûter un certain prix, mais c'est pas une série qui, à mon avis, est extrêmement chère non plus. La licence Scott Pilgrim, déjà, je sais pas si le film avait si bien marché que ça, mais avait quand même un petit statut culte. Alors, La BD, pas en elle, avait salle. très bien marché. T'avais dit quoi? Pas en- Pas en salle? Ouais. Ouais. Le film après a surtout beaucoup marché en vente de DVD ou ce genre de Ah oui, choses c'est vrai par qu'à la suite. l'époque, ça existait, ça. C'est vrai que ouais, ça a été un gros échec en salle. Mm, mm. Et par contre, c'est après qu'il a gagné un succès d'estime et que c'est devenu un film culte au fur et à mesure. Ouais, puis la BD elle-même avait très bien marché. C'est une BD assez courte, hein. Je crois qu'il y a 6 tomes, hein, Scott Pilgrim, ça. C'est pas très très long. Et moi, Je je sais pas. lisais ça à Je l'ai l'époque. pas. Je l'avais Toi, lu. tu l'as lu, par contre. Ouais, j'ai lu la BD à l'époque et avant même l'annonce du film, parce que c'était déjà un petit peu coté. Et donc j'avais une bonne attache avec Scott Pilgrim. Mais pire que ça, j'ai travaillé sur le jeu vidéo Scott Pilgrim d'Ubisoft. Puisque Ah oui, c'est vrai. il y avait eu un petit beat'em up en pixel art et j'avais travaillé dessus. Donc il y a bien longtemps aussi, dans ces années-là. Donc maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai que ça date un peu. Allez, je me lance sur le pitch pour changer. Sinon, Bah vas-y, c'est si tu toujours veux. toi. Donc voici Scott Pilgrim. Euh, Scott Pilgrim est un jeune homme qui a 23 ans, j'allais dire une petite vingtaine d'années, c'est écrit dessus. Il vit avec son colocataire gay, son super colocataire gay d'ailleurs, qui s'appelle Wallace Wells. Euh, Vivre, certes, on pourrait dire également squatter, hein, puisque tout appartient à Wallace dans la baraque. Euh, et, euh, et donc un jour, dans un rêve, il va rêver d'une jeune femme.
Et cette jeune femme va s'avérer être réelle. Et en fait, c'est comment on dit, une coursière, c'est ça, c'est quelqu'un qui apporte des colis, quoi. Une livreuse. Oui. Ouais. Une livreuse, C'est une coursière. coursière à roller et qui a la particularité, pour aller plus vite dans ses livraisons, de passer à travers le subconscient des personnes pendant qu'elles dorment. Alors voilà, ça pose déjà un peu l'univers de Scott Pilgrim, c'est assez barré et assez absurde. Et donc elle passe par le cerveau de Scott Pilgrim pour livrer plus vite, et c'est comme ça qu'il la voit, et il va la croiser à une soirée. Et cette jeune fille, c'est Ramona Flowers. Alors jusqu'ici, on suit l'histoire de la bande dessinée, et on suit l'histoire qui a été adaptée au cinéma. Donc on se dit, tiens, ils nous refont la même chose, mais en animation. Bon, après tout, pourquoi pas, c'est une bonne histoire, mais on se dit, quel est l'intérêt? Ramona et Scott finissent par se rencontrer, alors je crois que c'est au concert, parce que Scott Pilgrim est dans un groupe qui s'appelle Sex Bomb, et donc il Non, rencontre ils se voient Ramona. avant. De quoi? Ils se voient avant. C'est possible qu'ils se Le croisent. concert. Ah oui, oui, ils se croisent avant. Oui, Il loue un DVD, il la voit, je sais plus, bref. premier- Il l'invite effectivement après à son concert et ils finissent par s'embrasser et à tomber amoureux. Sauf que ce que Scott Pilgrim ne sait pas, c'est que pour rester amoureux de Ramona Flowers et pouvoir la dater, il faut défaire ces 7 ex diaboliques. Voilà, qui ont un QG manifestement et qui organisent la résistance contre Scott Pilgrim. Alors là, vous vous doutez de la suite de l'histoire, c'est que dans l'histoire de Scott Pilgrim, chaque tome, ou dans le film, à chaque scène, il va affronter en combat, puisqu'on est dans un monde où il y a de la baston, ça reprend d'ailleurs un petit peu les codes du shonen à cet égard-là, va affronter les 7 ex maléfiques et les défaire. Sauf que dans Scott Pilgrim prend son envol, eh bien tout va dérailler, puisque lors du combat contre le premier ex maléfique de Ramona, il va perdre et il va mourir. Et donc Scott Pilgrim, dès le premier épisode, est mort et l'histoire déraille. Donc en fait, on est dans Scott Pilgrim Gaiden. On est vraiment dans une histoire où qu'est-ce qui se serait passé finalement si Scott Pilgrim était mort dès le premier épisode. Donc déjà, ce qu'on peut dire, je pense, c'est que c'est une histoire qui va surtout s'adresser aux fans de Scott Pilgrim qui ont déjà vu le film et ou lu la BD et qui vont vouloir explorer l'univers d'une autre manière. Pour moi, la série va suivre un petit peu de 2 axes. D'abord, développer les personnages secondaires qu'on croise dans l'univers de Scott Pilgrim, et également mettre en lumière Ramona Flowers comme l'héroïne de la série, et proposer un autre arc narratif davantage centré sur son point de vue à elle, alors que la première série était plutôt centrée sur le point de vue de Scott Pilgrim. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le personnage de Scott Pilgrim est un personnage qui est un peu... Comment on peut dire ça gentiment pour lui? C'est un personnage un peu indolent, qui a un peu du mal à grandir, à prendre ses responsabilités, qui est un peu problématique selon certains aspects. Alors là, notamment, on le voit avec sa petite amie du moment, mais il va avoir 2 petites amies en même temps, c'est les prémices de la bande dessinée, et sa petite amie est une lycéenne, ce qui est quand même relativement problématique quand même quand on a 23 ans. Par contre, c'est quand même un personnage qui était extrêmement populaire, notamment dans le lore des fans. Tout le monde adore le personnage de Scott Pilgrim. Bon, faute de goût, parce que le meilleur personnage de la série, c'est Wallace Wells, ce n'est pas Scott Pilgrim, ou Ramona Flowers éventuellement, mais il y a beaucoup de fans de Scott Pilgrim, et en fait, j'ai l'impression que cette série, et tu me diras ce que t'en penses, Nam, vise un peu à descendre de son piédestal le personnage de Scott Pilgrim. Faire descendre son piédestal, je sais pas. En tout cas, rattraper un petit peu le plus gros défaut de l'œuvre originale de Scott Pilgrim, qui est toute conne, hein, mais pourquoi c'est à Scott d'aller d'aller confronter les ex de Ramona? Est-ce que c'est pas à Ramona de confronter ses ex à elle Voilà. pour passer à autre chose? Ce que du coup la série va corriger, vu que Ramona, en cherchant... parce que bon, très rapidement, ils vont se rendre compte que Scott n'est pas mort. Du coup, Ramona va devoir chercher qui a fait le coup et qu'est-ce qui est arrivé à Scott. Et donc, pour ça, elle va aller confronter ses différents ex-maléfiques et donc avoir une vraie fin d'histoire avec eux. Et ouais, et du coup, ça rend plus justice au personnage de Ramona, je trouve, que descendre le personnage de Scott. La série originale, Ramona est le moteur de Scott pour qu'il avance et qu'il progresse et compagnie. Et là, au contraire, Scott est plus mis en retrait et va servir de moteur pour le personnage de Ramona et à elle d'avancer et d'évoluer.
Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je pense quand même qu'il y a aussi... bon, alors, comme d'habitude, hein, on révèle les parties de l'intrigue, mais en fait, on va voir l'évolution supposée, en tout cas, une évolution dans une timeline de la relation de Scott et de Ramona. Et Scott et Ramona vont finalement avoir une relation assez tumultueuse, vont finir par divorcer. Et Scott Pilgrim va devenir un peu un vieil aigri, quoi, d'une certaine manière. Oui, oui, oui. Bah, ça c'est ce qui nous montre. Mais après, tu vois, c'est ça qui est marrant aussi, c'est que la série, et tout au long de la série, en fait, il y a un côté qui est extrêmement méta. Il y a des arcs entiers qui sont complètement méta Oui. dans cette série, qui en fait ne passe son temps quasiment qu'à référencer l'œuvre originale et même jusqu'à faire des blagues par rapport à ça. Par exemple, il y a la fameuse scène des chaussures où il refait ses lacets, il te la garde pour le dernier épisode. Il y a quelques trucs comme ça où voilà, ils savent que les fans attendent ces clins d'œil là et puis ils te gardent pour la fin. Et puis je trouve aussi, alors je sais pas si tu as eu cette impression là, mais le premier épisode, du coup, qui nous montre l'histoire qu'on connaît déjà, moi je l'ai trouvé un peu mou. Je me faisais un peu chier. Bah, c'est-à-dire, on se dit, c'est la même histoire qu'on a déjà vue, et donc du coup, on se dit, bon, bah, ça n'a pas Ouais, mais grand intérêt, quoi. j'ai l'impression qu'ils ont un peu fait exprès, tu vois, genre les Ouais. plans ils sont un peu longs, le rythme il est pas très bon, c'est un peu lent, tu vois, enfin, et tu regardes, t'arrives jusqu'à la fin de l'épisode, et là, hop, t'as la surprise, qu'est-ce qui se passe? Incroyable, et au contraire, c'est dans les épisodes qui vont suivre, où la série va au contraire trouver son rythme et devenir plus intéressante et tout, et au final, je trouve ouais, que même dans l'animation et la mise en scène et tout, au final, le premier épisode, enfin, l'épisode, voilà, même ceux qui l'ont fait, tu sens que, bon, bah voilà, celui-là, on le fait, ils connaissent l'histoire, et puis, on va... Oui, c'est une sorte de résumé assez rapide. C'est Oui, c'est presque ça. un récap épisode. En fait, ça m'a fait le même effet que cette série je sais pas pourquoi j'essaie de le dire en anglais, Invincible, sur Amazon Prime, où c'est des histoires de super-héros. Et en fait, au début, ça commence comme une série de super-héros tout à fait normale, un petit peu gentillette. Et en fait, à la fin du premier épisode, ça devient hyper gore d'un coup et tu comprends pas ce qui se passe, en fait. Donc il y a le côté Oui. un peu... ça m'a fait un petit peu le même effet. Où tu te dis, tiens, où est-ce que j'ai mis les pieds? Alors que tout le monde hype un peu la série, tu te dis, bon, moi, c'est juste une reprise. Je comprends pas très bien, mais voilà. Aussi, du coup, on peut en profiter pour parler effectivement de l'aspect un peu graphique. Euh, Scott Pilgrim, la bande dessinée, a une part graphique. C'est quand même une apparence assez comics, mais il y a quand même une inspiration japonaise qui est très marquée, avec des petits personnages qui pourraient avoir l'air un peu chibi d'une certaine manière. Mais je dirais que voilà, ça ressemble beaucoup à la bande dessinée. Voilà, encore là, ils ont un look encore un peu plus japonais. Je sais pas si. Là, j'ai pas. Je trouve que ça colle pas trop à la DA de la bande dessinée, ça le tire vers un côté plus japonais. D'ailleurs, on le voyait très bien sur cette image-là, où on a vraiment Mm. des expressions d'animé, tout en reprenant un peu leur look général, leur forme générale. Euh, mais ça s'en détache un petit peu de la DA originale. Aussi, ce qu'il faut dire un peu sur Scott Pilgrim, c'est que c'est un univers donc, qui manie quand même différents types de cultures. Donc il y a évidemment la culture manga qui est déjà une référence importante dans le média original. Toute la pop culture, donc tout ce qui va être les jeux vidéo par exemple, typiquement hein, le côté où ils s'embrassent et les petits cœurs ils sont en pixels, donc ça c'est très important. Et également toute la culture un peu urbaine, donc par exemple le rock, le skateboard, tout ce genre de références. Et le type d'humour qu'il va y avoir, c'est un humour qui est vraiment donc basé sur à la fois l'absurde, des situations absurdes, de l'absurde même visuel, j'en ai un petit peu après, et de l'humour ouais, un petit peu speed on va dire, c'est-à-dire il y a beaucoup de vannes à la minute, ça avance très vite, il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs je pense que bon, le référentiel en série comique actuellement, en tout cas il y a encore quelques années, c'était Rick et Morty, et il y a vraiment à l'image de Rick et Morty pour moi une très forte densité en termes voilà, de nombre de vannes, de nombre de références, et ça cherche vraiment à aller dans... Ça part un peu dans tous les sens, quoi. On va dire ça comme ça. Oui, oui, mais après, c'est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est pas dérangeant. Ah, Parce que au sachant qu'à contraire, côté, au ils contraire prennent même. quand même leur temps, Ouais. hein. Oui, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est le fait qu'il y ait toutes ces strates d'univers, pour moi, c'est ce qui rend la série extrêmement riche.
En revanche, par contre, je pense que certains publics pourraient être un peu... faut quand même avoir un petit paquet de références pour bien saisir l'histoire, même si ça reste un peu terre à terre par ailleurs. Mais c'est un humour... déjà, c'est un humour particulier, l'humour absurde. Et en plus, toutes les références qui sont convoquées dans cette espèce de melting pot, bah, c'est pas forcément toujours évident de tout capter d'où tout ça vient, quoi. D'ailleurs, parce que même, j'ai remarqué dans la musique, souvent la musique c'est des reprises qui vont être jouées genre en clavier 8 bits ou Ouais. modifiées, enfin souvent en synthé et tout. Et en fait, c'est plein de morceaux pop, bah, si tu les connais pas, tu peux pas savoir que c'est une référence à un truc, tu vois. Même, il y a toute une vanne avec une salle de réalité virtuelle qui est censée être hyper futuriste. Et en fait, leur dispositif de réalité virtuelle, c'est un Virtual Boy, qui était une console de Nintendo de la fin des années 80, où tu mettais ta tête dedans et tu voyais des trucs rouges et ça te donnait mal à la tête. Et donc, du coup, bon, voilà, c'est ce genre d'humour-là. C'est quand même un humour assez, assez geek. Et donc, faut apprécier en tout cas ce type d'univers-là, ce qui est mon cas, donc je suis ravi, hein. Des fois, je trouve que les séries, à vouloir plaire à tout le monde, finissent par ne plaire à personne et à ne pas être singulières. Au moins, Scott Pilgrim, c'est vraiment un univers singulier et avec de la profondeur, on va dire. Ah oui, et puis ça pour le coup, on retrouve l'univers de Scott Pilgrim, bien qu'ils en fassent autre chose. Ça, y a pas. Tout à fait, ouais. Bah, en plus, de toute façon, vu les gens qu'il y avait dessus, c'est normal qu'on retrouve cet univers-là, hein. Autre chose qui est intéressant dans la série, pour moi, donc là, on a c'est quand Scott a perdu, donc tout le monde est surpris, et donc c'est le premier ex Matthew Patel le premier ex maléfique qui réussit à vaincre Scott Pilgrim, du moins soi-disant. Et en fait, ce personnage-là va devenir un peu, d'une certaine manière, le grand méchant de la série, alors que dans la série originale, le grand méchant, donc c'est l'ex final, c'est Gideon. Et donc là, ils vont échanger leur place aussi, suite à un concours de circonstances. Et je trouve ça intéressant aussi de mettre en lumière des personnages qui étaient un peu développés quand même. Parce que moi, Matthew Patel, très honnêtement, au bout du premier tome, je crois qu'il il est déjà plus là, il n'a pas grand intérêt. Et en tout cas, beaucoup moins d'intérêt que les personnages qui arrivent par la suite. Et donc je trouvais ça intéressant de remettre sur le devant de la scène bah, des personnages qui passaient un peu comme ça, qui étaient un peu comme ça en passant pour leur donner un peu plus de profondeur, quoi. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup fait rire aussi à la fin de cet épisode, c'est bah, une fois que Mathieu Patel a gagné, il fait bah voilà, j'ai gagné, du coup Ramona tu sera avec moi, et elle fait bah non. Il fait ah. Ouais, attends, c'était pas ça les règles du jeu à la base? Ah bah non, non, on n'a jamais dit ça. Bah Et oui, non mais c'est ça. Et ce qui en plus revient souligner le fait bah, que cette histoire de Ligue des Ex, c'est quand même une idée à la con, hein. alors, fun fact, j'ai dû affronter des ex maléfiques récemment, en 2023. Je ne pensais pas que ça existe, mais une ligue d'ex maléfiques, j'ai dû les combattre et c'était très bizarre comme expérience. Je me suis dit, tiens, ma vie, c'est Scott Pilgrim maintenant. Voilà. Comme quoi tout arrive. Aussi, ce que je me suis dit, c'est que cette manière de mettre en avant des personnages et de les remettre un peu sur le devant de la scène, une série un peu feignante en fait, je pense aurait fait genre un préquel ou un spin-off sur les personnages. Et en fait, cette idée de faire une espèce d'univers alternatif, je la trouve vraiment intéressante, en tout cas. Oui, oui. Et puis pour le coup, ils ont vraiment tous leur petit arc. Tous Mhm. les ex reviennent, tous les personnages secondaires. Même Young Neil, il a son arc, incroyable. Ouais, Même Youngling, un perso que j'adore, hein, qui est après. le personnage d'Aubrey Plaza, là j'ai oublié son nom, pareil, elle a son Mhm. petit arc. Là, juste un petit passage donc pour dire il y a l'enterrement de Scott Pilgrim, mais on reste quand même dans une série où même l'enterrement est assez wholesome. En fait, il y a l'ex de Scott qui vient chanter et ça devient une espèce de fête. C'est jamais. Euh, même quand il se passe des choses tragiques dans Scott Pilgrim, en fait, tout reste assez wholesome, bon enfant, etc. Mm. Et donc, pour en arriver à. Donc, ça, c'est les ex maléfiques qui se retrouvent. Matthew Patel qui devient le boss. Et Young Neil qui. Euh, décide de reprendre sa vie en main suite à la mort de Scott parce que Young Neil dans la dans la bande dessinée ça me fait rire parce que tout le monde dit ah c'est Scott Pilgrim mais en pire quoi, c'est-à-dire ils disent vraiment il est vraiment bon à rien quoi, et il se dit non mais là faut que je prenne ma vie en main et que je réalise un film, et donc le film qu'il va réaliser en fait c'est l'histoire de Scott Pilgrim mais s'il avait vécu en fait, donc il y a ce côté mise en abîme dont tu parlais tout à l'heure. Un petit arc aussi avec Knife Show qui va remplacer Scott dans le groupe Sex Bobomb. Moi, peut-être ce qui m'a manqué, mais alors ça, c'est mon goût personnel et par rapport à la bande dessinée. Et aussi, c'est marrant, quand je regardais la série, je me suis dit, tiens, ça me rappelle une autre BD
Et je retrouvais pas le nom de cette autre bande dessinée. Et cette autre BD, en fait, c'était l'autre BD du créateur de Scott Pilgrim qui s'appelle Segons. Donc tout était cohérent finalement. Et en fait, il y a tout un truc chez lui vraiment que j'adore dans ses bandes dessinées, dans sa manière de raconter des histoires. C'est qu'à la fois, il y a ce côté humour, action qui est très développé. Et à la fois, on va basculer aussi de temps en temps sur des petites tranches de vie ou des petits moments où les personnages juste discutent, parlent de problématiques qu'ils ont à ce moment-là, de choses vraiment très très proches de la réalité. Et qui sont en général, moi je trouve très émouvantes. Et c'est moi un petit peu ce qui m'avait manqué par exemple dans le premier film. Je trouve que le premier film c'est une comédie d'action pour moi. C'est-à-dire vraiment l'action, ça s'enchaîne, etc. Un petit peu comme, c'est le même reproche que je ferais à l'adaptation par exemple de Harry Potter au cinéma. Pour moi Harry Potter, l'intérêt des bouquins, c'est certes l'histoire est intéressante, les combats sont intéressants, mais ce qui est intéressant c'est les scènes de vie dans l'école, c'est tous les petits détails de l'univers, ce genre de trucs quoi. Et dans Scott Pilgrim c'est pareil, je trouve que ce qui fait vraiment le sel de la série, c'est tous les moments où ils vont être un peu dans des interactions plus simples, un petit peu plus poétiques, et justement aussi c'est cette espèce de démocratie qu'il va y avoir entre des moments extrêmement... que je dis démocratie parce que c'est... En gros, on ne fait pas de hiérarchie entre des moments qui seraient des grands moments très intenses et des moments épiques, et des moments qui seraient très terre-à-terre et très simples, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, dans la série, c'est pareil, il y a quand même beaucoup d'action et beaucoup de scènes très humoristiques. Mais voilà, cette scène-là, par exemple, avec Knife Show qui rejoint le groupe Sex Bobomb et qui se met à faire de la musique avec eux, je la trouve très touchante en tout cas. Oui, c'est vrai que l'aspect tranche de vie, c'est un truc que du coup moi je connaissais pas de l'œuvre parce que je connaissais que le film. Ouais. Et c'est vrai que toutes ces petites scènes étaient plutôt sympas. Et puis même au final, dans la série, tu parlais de la hiérarchisation et tout, mais au final, même les scènes de combat servent aussi de scènes d'émotion. Oui. De toute façon, les combats ont toujours une signification au-delà d'être juste une bagarre, quoi. Oui, c'est ça. Pour le coup, c'est très japonais dans le délire, où on se met pas que des poings dans la gueule, on s'envoie des sentiments à la tronche. Voilà, c'est ça. Et puis... avec un côté très exagéré aussi. D'ailleurs, j'ai mis une petite scène de combat après, mais alors j'ai volontairement pris une image floue. Sur le traitement graphique, moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, notamment le jeu qu'il peut y avoir effectivement sur le grain de l'image, là, cette espèce de flou, les onomatopées qu'on va voir à l'écran, ça c'était déjà dans le film, qui garde le côté BD, le côté on va passer d'un univers à l'autre, on va être dans un univers de... Là, ils se battent dans chez un loueur de DVD et un vidéoclub, voilà, c'est ça. Et donc du coup ils vont se retrouver projetés dans le film, et je trouve ça hyper sympa de voyager comme ça dans des univers très différents. En revanche, je trouve que parfois en termes de design on est dans un côté vraiment trop japonais, un petit peu quelconque, et il y a des trucs qui sont un peu moches, parfois enfin c'est con, mais parfois on voit leurs pieds sont super moches, parfois les déformations, c'est pas très, les déformations du visage et tout ça, c'est pas très esthétique. Donc je trouve pas l'animation parfaite. En revanche, c'est quand même très sophistiqué, il y a quand même énormément de travail. Donc ça... Il y a beaucoup d'idées, ça fourmille de partout. Voilà, ça c'est une image qui ressemble plus à Scott Pilgrim original, quoi. Ça c'est plus dans la DA originale. Quand je parlais de tranches de vie aussi, ces petits moments où on va voir juste un petit design d'une sortie de métro, le personnage qui sort sous la pluie, je trouve ça vraiment... ça c'est vraiment les beaux moments un peu suspendus de la série, quoi. Ces deux personnages-là que j'ai mis aussi pour illustrer, donc voilà, là c'est un design... Par contre, ça c'est sympa, il y a un mélange des styles graphiques, c'est-à-dire que tous les personnages originaux sont vraiment dans le style quand même de Scott Pilgrim, mais il y a d'autres personnages qui reprennent divers styles de manga. Et donc ça c'est les styles un peu des mangas humoristiques des années... des premiers mangas humoristiques, quoi, des vieux. Et ces deux gardes d'ailleurs, leur voix, donc je les ai mis aussi parce que c'est Simon Pegg et son comparse, dont j'ai évidemment oublié le nom. Nick Frost. Nick Frost, exactement, qui font les voix, qui sont les deux acteurs fétiches de Edgar Wright, donc voilà. Et qui gardent donc un studio de cinéma où va être tourné le film. Voilà, comme je disais, ils mélangent des styles. Ça, c'est à un moment, ils regardent la télé, et dans la télé, il y a une histoire qui fait penser à Scott Pilgrim, mais dans un univers de manga. Ça fait très... Twin Peaks, ce genre de mise en abîme. Ouais, c'est vrai que t'as un côté comme ça, qui est plutôt une bonne référence d'ailleurs. Oui. c'est plutôt pas mal. Aussi, par rapport à la... Alors ça, c'est pas très présent dans la bande dessinée, dans le premier film, mais chaque épisode va être un peu une parodie
de quelque chose, et notamment le tournage du film va être un désastre, et il y a ce carton au début qui rappelle un petit peu Blair Witch Project, quoi. On a fait un documentaire sur la catastrophe qu'a été ce tournage, donc ça c'est plutôt bien vu, avec des petites références. Je sais pas si tu avais vu que le réalisateur du film, pardon, c'était Oui. Edgar Wrong, et non Oui, pas oui. Edgar Wright. Bon, voilà, ça c'est assez amusant. Toujours des petits détails comme ça. Et ça, c'était pour illustrer un petit peu l'humour absurde de la série. À un moment, Ramona doit faire s'échapper un de ses ex maléfiques qui est poursuivi par des paparazzi ninja, donc elle le met dans son sac, quoi. Bon, voilà, ça c'est le genre d'humour un peu plus absurde de la série. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'on dit si on a aimé ou si on n'a pas aimé, du coup? Globalement? Oui, 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 on peut passer à ça. Ouais. Bah moi j'ai bien aimé, je trouvais ça plutôt sympa. Peut-être un poil long, quand même, mine de rien, même si c'est plutôt court, mais ouais, j'ai peut-être que ça, pour moi ça manquait peut-être un peu de rythme. Mais après c'est aussi peut-être le film qui m'a habitué à un truc plus Oui, c'est vrai que le film est très speed. nu. Euh, Moi, je dirais que donc déjà, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que finalement, dans les derniers épisodes, Scott Pilgrim revient et forcément, donc il y a Scott du futur, c'est-à-dire Hmm. on va se rendre compte qu'en fait, c'est Scott du futur qui l'a enlevé pendant son combat. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, le fait que ce soit Scott du futur qui annule un petit peu tout, c'est pour ça qu'au début, je parlais du côté, on revisite un petit peu le personnage aussi de Scott Pilgrim et aussi, comme tu le disais, le personnage de Ramona Flowers. Euh, j'ai trouvé que la série était vraiment intéressante. J'ai trouvé les épisodes tous assez consistants. Après, je pense aussi que j'ai un petit peu mes personnages préférés et qu'il y en a certains épisodes m'ont moins intéressé parce que j'avais peut-être moins d'accroche avec les personnages qui étaient au centre de l'épisode. Typiquement, mon épisode préféré, et que pas du tout l'épisode préféré de tout le monde d'ailleurs quand on regarde les notes, c'est l'épisode où ils sont sur le tournage avec Wallace qui vient mettre le chaos sur le tournage. Il fait virer l'acteur qui est censé le jouer parce qu'ils ont pris un acteur hétéro et lui il passe son temps à le critiquer. Enfin, je trouve cet épisode hilarant, franchement, de tout du long. Vraiment mon épisode préféré. J'ai bien aimé celui-là aussi. Ouais. Bah aussi, c'est parce que je pense qu'il y a une thématique cinéma qui nous parle un Bah petit peu à tous fatalement les deux. oui. Parce qu'il y avait beaucoup de vannes sur les doublures, ce genre de trucs. Donc tout cet arc global, j'ai trouvé ça intéressant. En fait, je me suis dit, j'ai trouvé que ça faisait pas la suite de trop. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment ils avaient vraiment trouvé des angles intéressants. Donc moi, plutôt trouvé la série vraiment très bien. À mon avis, plutôt à réserver quand même aux fans et à ceux qui connaissent bien la série et qu'on voudrait plus. Je sais pas vraiment si on peut commencer par cette série-là, mais après tout, pourquoi pas, hein. Tout est possible. Malgré voilà quelques petits trucs qui moi m'ont moins plu, que ce soit dans l'aspect visuel ou parfois voilà certains épisodes qui m'ont moins intéressé. Mais je trouve que tout est cohérent, tout est bien construit, et on sent que quand même ça a été fait. Alors ça, c'est sans doute la plus grande qualité, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que on sent vraiment que ils avaient vraiment très envie de le faire, quoi. Tous les gens qui ont été impliqués dans le projet. Mm. Que ce soit Ah le oui, oui, studio, tu sens que quand même s'ils n'ont pas un énorme budget, ça envoie du pâté quand même sur des scènes, c'est assez épique. Le fait qu'à la production, tu aies retrouvé tout le cast du premier film, qu'ils avaient vraiment envie de poursuivre cette histoire. Euh, le fait que Brian Lee O'Malley soit impliqué dans la production et que tu sens vraiment que c'est son bébé, et c'est pas juste un truc en plus qu'il a fait sur le côté pour un peu faire de l'argent et tout ça. C'est vraiment. Et puis ça dit des trucs quand même. C'est un peu autoréflexif sur l'œuvre. Donc pour ma part, c'est un grand oui et une grande recommandation. Ah oui, moi aussi. Mm. J'avais un peu peur que, en voyant que la série changeait d'axe après le premier épisode, que ça ressemble à à une fanfiction avec du budget qui sort sur Netflix. Exactement, ouais. Bon, maintenant, vu qu'il y a quand même des gens qui étaient impliqués dessus, qui étaient déjà impliqués sur l'œuvre originale, que ce soit la BD, parce qu'il y a son créateur, ou le film, l'appellation de fanfiction, bien sûr, Ouais. est exagérée. Après, t'as quand Mais même. Non, je suis d'accord quand même avec toi parce que typiquement, tout l'arc sur Wallace, qui est mon perso préféré, c'est un truc pour fans, quoi. Euh, à la oui, fin, non, mais c'est ça. en plus, à la fin, il arrive en France et il sort avec un mec qui me ressemble. Non, mais vraiment, c'est n'importe quoi, Et puis ça n'a aucun le sens. truc, c'est quoi, on peut pas vraiment parler non plus de spin-off. En effet, ouais, ça ressemble à une fanfiction, sauf que c'est fait par les créateurs
de la licence. Donc Après, c'est un truc qui est quand même un truc assez dingue. On dit C'est toujours assez- négativement fanfiction, mais pour moi, déjà fanfiction, il y a un public. S'il y a un public, c'est Ah bien oui, qu'il y a un intérêt. Et je trouve qu'ils ont bien su saisir qu'est-ce qui faisait justement le sel d'une bonne fanfiction, contrairement à une mauvaise fanfiction. Même si moi, j'en lis pas, je dois avouer que je sais pas, j'en lis pas énormément, mais je vois à peu près de loin à quoi ça ressemble. Et par contre, ouais, c'est vrai que c'est quand même pour un public assez restreint. C'est le public des gens qui aiment déjà Scott Pilgrim. Oui, d'ailleurs, je sais pas si la série marche énormément. J'en ai pas énormément entendu parler. Bon, alors Je sais après pas. aussi, le problème, c'est que il y a tellement de séries d'animation absolument géniales qui sortent en ce moment que c'est un petit peu noyé dans la masse de qualité, d'une certaine manière. Ça, c'est cool, pour le coup, je trouve, qu'il y ait de plus en plus d'animations qui commencent à ressortir. Ouais. Netflix était un petit peu frileux à un moment par rapport à l'animation, et là, il y en a plein qui commencent à revenir. Alors, Donc, je sais plus ce qui s'est passé exactement avec Netflix, mais il me semble qu'ils ont pas fermé carrément Netflix Animation, qui était leur société de production interne. Si, et puis il y a plein de productions qui étaient en cours, qui ont été annulées et Ouais, tout. voilà, il y a eu plein de trucs comme ça. Alors, je sais pas s'ils ont vraiment fermé Netflix Animation en tant que tel, mais en tout cas, ils ont arrêté la production interne. Et à mon avis, ils font plus que racheter des productions, quoi. Mais en tout cas, bon, c'est vrai on se régale bien, quoi, en cette fin d'année. Moi, il y en a encore plein que j'ai pas vu. J'ai pas encore vu Scavenger Reigns, par exemple, qui paraît qu'elle est là. Ni Blue Eye Samurai. Il paraît que c'est les deux trucs à voir absolument en ce moment. Bah, moi, T'avais quelque chose en plus à dire ou sinon on fait les recos? on peut passer à la reco, je pense, Eh ben, oui. Moi, j'ai rien d'autre à dire. passons à la reco. Eh ben, écoute, je te laisse commencer. D'accord. Et bah, figurez-vous que Scott Pilgrim prend son envol n'est pas la seule série d'animation tirée d'une BD qui ne reprend pas l'histoire, mais amène autre chose. Et bon, même si c'est pas un univers parallèle, ça se passe avant. Il s'agit de la série Last Man, Tiens. qui sur France 4, par chez nous. Last Man, du coup, qui reprend la BD, et en fait, enfin, reprend la BD. Ça se passe avant. C'est un arc complet, en gros, cette histoire, qui va rejoindre la BD au bout d'un certain moment, voilà. Sans en dire trop. C'est très court, c'est très sympa, c'est fait par Jérémy Perrin d'ailleurs, celui qui a sorti le réalisateur de Mars Express, qui est au cinéma actuellement, qu'on vous recommande également. Oui, Au chaudement. pas- Allez-y tant que c'est en salle parce que c'est vraiment incroyable. Jérémy Perrin, c'est celui qui avait fait le clip. Mais si, vous savez, le clip dans Ouais. la piscine avec des jeunes et Le ça se clip passe Trauma. Die de Fantasy. Voilà. Exactement. Je crois que c'est Fantasy de Die, un peu, mais oui, c'est ça. Oui. Ouais, clip absolument affreux que je ne vous recommande pas du tout pour le coup. Mais très bon trauma de jeunesse. Bah oui, Ouais, mais ouais. c'est un trauma qui a été partagé par tellement de gens. Si je parle de ça, je pense que les gens vont s'en rappeler. Tu Oui, vois. oui, clairement. Bah, ils en ont reparlé un petit peu là, à l'occasion de la promo de Mars Express et il dit que tout le monde vient lui en parler en disant non mais ça va pas la tête, pourquoi t'as fait un truc comme ça? Complètement zinzin ou quoi? Très bon choix. Donc la semaine que j'ai pas encore vu et que... En fait, alors je me posais la question, du coup je vais pouvoir te la poser. Est-ce que tu conseilles de lire d'abord la BD la semaine et après de regarder la série ou ça peut se faire dans l'autre sens, dans le sens où c'est un préquel? Je dirais quand même moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé par la série Ouais, et je trouve que c'est peut-être mieux parce que l'univers quand même de la BD est très foutraque et celle de la série l'est moins. En d'accord. gros, ça passe un peu avant l'effondrement, on pourrait dire ça. Du coup, je conseillerais de commencer par la série, ouais, pour le coup. Ok, bah écoute, moi je me disais que j'allais le lire d'abord, mais du coup je me laisserai sans doute tenter par la série. Alors pour mes recos, car j'ai deux recos, en fait j'en avais pas quand on a commencé, j'ai pris un petit peu de temps avant et je me suis dit bah oui j'en ai quand même une, ça va être bien, et puis en fait en parlant de la série j'en ai une deuxième qui m'est venue. Donc ma première recours, alors c'est un grand classique du cinéma, et si vous l'avez pas vu, vraiment regardez-le parce que c'est une histoire un petit peu, c'est ce que j'appelle les histoires un peu fondatrices quoi. C'est un type de scénario qu'on retrouve partout et tout le temps. Un autre exemple que je donne souvent, par exemple, c'est Rashomon de Akira Kurosawa, où on retrouve le même scénario dans le dernier duel de Ridley Scott, par exemple. C'est une histoire un petit peu fondamentale comme ça. Et donc c'est une histoire fondamentale où un personnage va disparaître et on va voir ce qui se passe autour de lui s'il disparaît. Et ce film, c'est La vie est belle de Frank Capra, donc qui est un grand classique, et en plus un grand classique de Noël. En général, les Américains le regardent à Noël. Où un homme se dit bah finalement ma vie ne sert à rien, j'ai plus qu'à me suicider puisque finalement je suis vraiment inutile. Et un ange va venir le voir et va lui montrer ce qu'aurait été le monde s'il n'avait pas existé. Et il va se rendre compte qu'en fait, bah, dans sa vie, il a aidé tout un tas de gens et il a fait le bien autour de lui. Et donc, de manière assez émouvante, on va voir que le monde est un peu plus sombre quand il n'est pas là.
Et donc en fait, ça va lui redonner goût à la vie et ça va lui redonner le goût de faire des choses dans sa vie, quoi. Et bah voilà, c'est un très joli film. Et je pense que voilà, si vous êtes passionné de cinéma, et je pense que vous ne pouvez pas passer à côté de ce film-là, qui est vraiment. Il y a eu des reprises partout. Même Shrek 4, c'est le même scénario que La Vie est belle, quoi. Enfin, et là, ce Scott Pilgrim-là aussi. Donc je trouve que c'est bien de revenir un petit peu aux fondamentaux. Et le deuxième, alors c'est plutôt sur le côté. Une œuvre qui réfléchirait sur les volets précédents, parce que je crois que cette série Scott Pilgrim, finalement, est quand même aussi. Tu disais, il y a un côté un peu méta. C'est aussi en analyse de ce qu'on a fait. C'est aussi un commentaire de ce qui a été fait. Le premier qui a fait ça, je crois que c'est Molière, hein, quand il a fait. Il y a eu l'école des femmes, et puis après, il a fait la critique de l'école des femmes. Et donc. Bon, ça, c'est un film qui est beaucoup plus connu, mais qui pour moi est sous-coté, parce que quand il est sorti, tout le monde a dit ah non, c'est nul, et en fait, je pense que le film est vraiment bien. En tout cas, sous cet angle-là. Et c'est Matrix Résurrection. Ah bah oui, c'est ça. Oui. Exactement. Et donc, Matrix Résurrection qui va revenir, pour moi, en tout cas, sur le Matrix Révolution, que moi, personnellement, j'avais détesté. J'avais trouvé que Matrix 3 était vraiment une merde. Et cette annulation, ce retcon de Matrix 3, bravo à eux. Même si le film a des défauts et en tant que Matrix n'est pas un très bon Matrix, mais en tant que réflexion sur qu'est-ce que c'est un blockbuster, qu'est-ce que c'était la saga Matrix, je le trouve vraiment intéressant, original, et donc ça vaut le coup d'être vu. Je trouve ça incroyable que le film soit sorti, parce que c'est quand même un gros bras d'honneur à la Warner pendant tout le film. Ouais. Et ils ont mis ça, les cons. Ouais, pour moi c'est un film qui est authentiquement subversif. Parce que effectivement, ça vient dire les blockbusters, on nous a forcé à faire de la merde et maintenant on a pris notre liberté et notre indépendance, quoi. Et donc que certains spectateurs aient pris ça comme un crachat au visage est tout à fait naturel. Oui. Et tout à fait salutaire. Voilà, mais pas pour Scott Pilgrim pour son envol. Lui, non, il te prend par ta main de petit fan et te réchauffe ton petit cœur. C'est ça, exactement. C'est beaucoup plus gentil. Par ailleurs, on croise les doigts. Hein, ils ont annoncé le début du tournage de Star Wars épisode 10. En tout cas, la suite des aventures de Rey. Donc, on prie pour un retcon de Star Wars épisode 9. Voilà, on peut espérer. N'espérons pas trop, quand même. Moi j'aimerais bien qu'il commence à écrire le personnage de Rey. Ce serait pas mal au bout du 4e film. Ouais, ce serait une bonne idée. Puis elle mérite un peu quand même. Bah ouais, parce que l'actrice, à part à Star Wars, l'actrice elle a rien fait, non? Non, malheureusement, je crois qu'elle a joué dans Le Crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh. Et elle a pas fait grand chose après. C'était un peu compliqué. Et je crois que par ailleurs, les autres acteurs de la postlogie, je pense à John Boyega et Oscar Isaac, sont un peu fâchés avec la production, eu égard à Star Wars épisode 9, hein, tout simplement. Notamment une interview de Oscar Isaac, absolument hilarante, où il lui demande s'il voudrait reprendre son rôle dans une série centrée sur son personnage sur Disney+, et il dit « Non, certainement pas. Jamais de la vie. Plutôt crever. » Mais d'ailleurs, voilà... on parlait de bonne et de mauvaise fanfiction. Star Wars 9 est une très mauvaise fanfiction. Voilà, puis Star Wars 9, en quelque sorte, est un retcon de Star Wars 8, sauf qu'il ne faut pas retcon des trucs bien, hein. Même si Star Wars 8 est un film qui a des défauts, le fond était quand même très... c'était un film d'auteur, hein, sans doute un peu raté à plein d'égards, mais il y avait un vrai propos. Et ce propos n'a pas beaucoup plu. N'a pas beaucoup plu aux fâcheux. Mais bon, oui, de toute façon, cette trilogie était mal barrée d'avance, puisqu'ils savaient pas où ils allaient, c'est con. Bon, de toute façon, oui, J.J. Abrams ne savait sans doute pas où il allait, comme d'habitude, mais voilà. Bon, petite digression sur Star Wars, ça fait toujours plaisir en petit fin de segment. Du coup, merci à ceux qui nous ont suivis. Et si vous avez vu cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner. On sort des vidéos très régulièrement. Puis n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez les recos en commentaire. Et merci à tous. Ciao, bye bye. Au revoir. Bye 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 bye.